On avait essayé de retrouver les traces de ses parents. On l'avait beaucoup questionné, sans succès. On me l'a donc confié, comme on l'aurait fait avec sa mère. Nous sommes rentrés ici. La gamine était aussi d'accord. Nous vivons ensemble depuis. Je l'ai inscrite à l'école et je suis allée l'inscrire comme ma propre fille à la commune. Même si je venais à mourir, dans les familles, il reste toujours quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'il mette mon enfant à la porte. Je l'ai adoptée officiellement. Elle ne doit manquer de rien, même si je venais à mourir. Je l'aime sincèrement et elle aussi elle-même. J'ai préparé l'héritage. Elle gardera ma propriété, même si je mourais. Elle serait la fille d'un milicien. Il nous arrive de nous asseoir et de discuter. La gamine me raconte son parcours. Elle a souffert le même martyre que moi. Elle m'a dit, mes propres parents m'ont abandonné dans la forêt avec pour toute provision un bidon d'eau. Elle avait une jambe cassée et ses parents l'ont abandonnée et ont sauvé leur peau. La gamine m'en parle clairement. J'aime la voir ou l'entendre dormir dans la maison. Souvent nous parlons et de nos discussions viennent les rires et nous nous sentons bien, soulagés. Et là je me dis que Dieu nous a aidés toutes les deux. On s'entraide l'une l'autre. Si je n'ai pas d'argent pour acheter du bois de chauffage, elle va ramasser des brindilles qui nous permettront de cuire notre repas. Elle sait et aime travailler. Je me dis que Dieu s'est souvenu de moi, qu'il a entendu mes pleurs. Autrement, je rentrerai dans ma maison telle une bête qui se glisse dans sa tanière. Là, on est deux. S'il y avait un bruit la nuit, on serait deux à bouger et appeler au secours. C'est comme l'homme de cette maison. Nous partageons le pouvoir. Était ce qu'on appelle chez nous Inyangamugayo. Inyangamugayo sont les irréprochables qui peuvent tout supporter sauf paraître comme des ridicules, paraître comme des malhonnêtes. C'est ça qui construisait les enfants, qui construisait aussi les familles qui s'organisaient autour de cette vertu. Mais on ne peut pas tuer et devenir Inyangamugayo, c'est simplement pas possible. Et on ne peut pas nier la vie des femmes ou la vie des enfants et les bafouer comme ça, comme si on écrasait un insecte. Mais donc, comment vont faire les enfants? Comment vont faire le Rwanda de demain, comme on dit? Je crois que pour certains, ils vont rester. Ils ne vont pas pouvoir avancer facilement, mais pour d'autres aussi, ils vont être créatifs. Parce que les problèmes et les difficultés nous amènent à être créatifs. J'étais très content une fois de suivre une émission à la radio d'une association des femmes qui s'étaient mises ensemble, les femmes rescapées, pour accueillir et pour encourager, pour soutenir. Les enfants de les pères avaient été des génocidaires ou les familles. Et je me suis dit, mais tiens, peut-être s'il y a l'espoir des mondes de demain, je crois qu'il sera créé par les femmes.
Dans les prisons, l'association de solidarité des femmes rwandaises scolarise les détenus mineurs. Elle fait appel à des enseignants qui sont parmi les 120 000 prisonniers en attente de jugement. Ibuka signifie souviens-toi. Nous avons créé cette organisation en décembre 1995 pour aider les gens qui étaient sans moyens. Nous avons mis des commissions en place qui devaient contribuer à aider la justice et nous sommes en train de lutter pour que la mémoire ne soit pas effacée. Parce que si on efface la mémoire, c'est une des meilleures façons d'oublier complètement ou de nier encore davantage la vie à ceux qui l'ont perdu. Mais aussi, c'est une façon de faciliter qu'un génocide puisse se produire encore. Parce qu'il faut que la cruauté du génocide, l'aspect macabre, l'aspect inhumain du génocide puisse être connu afin que les gens puissent l'éviter. Je pense que la société rwandaise demande plus aux rescapés qu'il ne demande au reste de la société. Parce que c'est le rescapé qui doit faire énormément d'efforts pour la réconciliation nationale. C'est le rescapé qui doit faire énormément d'efforts pour qu'il y ait la justice. C'est le rescapé qui doit vivre toute la misère des traumatismes à tous les niveaux. C'est le rescapé qui doit vivre des conséquences de viol et par conséquent de dépérir par le sida. C'est le rescapé orphelin qui doit trouver une façon de se créer de l'espace au soleil en l'absence de tout l'appui familial à quoi il aurait normalement droit. Donc le rescapé, il doit nécessairement vivre avec beaucoup d'abnégation, quel que soit le choix qu'on fait. Que ce soit le choix de faire des tombes, d'ensevelir ces gens dans des tombes, que ce soit de regarder si cela peut contribuer à donner des leçons à l'avenir, à mieux faire comprendre la situation qu'a vécu ce pays, à mieux faire comprendre l'aspect bestial et inhumain du génocide et que des générations futures puissent tirer ces leçons et prendre la décision de ne pas le faire, de ne pas tomber dans des cas comme celui-là. Je crois que ça vaut la peine de faire ce sacrifice ou de faire cette abnégation. Mais je ne dis pas que c'est une situation facile. Ne fût-ce que de passer 8 ans en train de chercher la fosse commune où se trouve ta famille et que tu vas le retrouver dans les latrines
déjà ça, ce n'est pas facile. Donc il n'y a pas d'une vie normale après le génocide. J'aime plus ici que là, dans ma maison actuelle. J'ai même demandé d'être enterrée ici, aux côtés de mon mari, le jour où je mourrai. Je l'ai dit aux voisins qui pensaient m'enterrer dans ma maison. Ils pensaient m'enterrer dans ma maison actuelle et m'avaient demandé de préserver une chambre où ils pourraient creuser pour y reposer mon corps. J'ai refusé et j'ai dit que la maison était pour la petite Jeanne, que je devais rejoindre mon mari, être enterrée à ses côtés. Ici, c'est chez moi. Ce sera ma dernière demeure. Ce lieu m'aide énormément et me rend plus forte. Je sais qu'il est là-dedans. Et au moment où il l'embarquait pour le tuer, il m'avait dit « Laisse-les me jeter dans les latrines, je les ai creusées moi-même. Il ne sera pas nécessaire de chercher à en retirer mon corps. » C'est pour cela que je n'ai pas tenté de l'en sortir. Il m'avait dit lui-même « Je demanderai à mes tueurs de me jeter là-dedans. » Ces latrines étaient récentes, et il n'y avait pas encore beaucoup de saleté dedans. J'aime cet endroit, comprenez-moi. Je vous remercie, vous aussi. Je vous ai proposé ce lieu pour notre entretien, et vous y avez consenti. Je préfère ici. Parfois, il m'arrive de rêver. Je rêve de mes parents, nous sommes ensemble. D'autres fois, je rêve de moi, étant là-bas, toute seule, ou encore je rêve de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu envisages? Vivre pour moi. Ma vie, vivre ma vie. Vivre si Dieu le veut. J'ai un souhait, je peux dire. Je pourrais souhaiter de vivre. Je crois que tout dépend de l'engagement des adultes. Pas seulement des adultes rwandais, mais de la communauté des humains. Parce que c'est la seule condition d'être un humain, c'est quand même d'être sensible au malheur des autres. Non pas dans la coopération traditionnelle, où il y a ceux qui reçoivent et ceux qui donnent. Et donc, les rapports de relations inégalitaires, bien entendu, mais la coopération qui impliquerait un peu l'humilité, d'écouter ceux qui ont vécu. Moi, je ne sais pas si j'avais un peu une super radio internationale. Je pourrais dire, mais ils ont besoin de vous, ces enfants, parce qu'il faut qu'ils étudient. Et quand ils étudient, ils jouent. Et quand ils jouent, ils vivent. Et quand ils vivent, ils ne meurent pas. En tout cas, pas prématurément. Et je suis convaincu que si la communauté des humains écoutait un message comme celui-là, tout serait possible. Je crois que tout serait possible. Parce que tout aussi a été possible au Rwanda. Parce que la communauté des humains n'a pas bougé le petit doigt. C'est seulement après qu'ils sont venus voir ce qui s'était passé. Alors espérons. Voilà.